Lorsque les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Sagesse africaine. Depuis la nuit des temps, les humains se sont tournés vers les divinités. Ils les ont priées, suppliées, adulées, et parfois, corrompues. En échange de faveurs. En échange de puissance. De réponses. Ou simplement de survie. Mais il existe un vieux proverbe que les sages murmurent au coin des feux. Lorsque les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Est-ce vrai? Je ne saurais le dire. Mais je vais vous raconter une histoire. Un voyage. Il commence dans la lointaine province de Sokotanga, aux confins du Ngombe, une région montagneuse et instable du nord du royaume de Bangoré. Là-bas, une insurrection gronde. Une de plus. Le 5e régiment des parachutistes de Mbongue est en manœuvre près de la frontière. Quelque chose va s'y passer. Quelque chose que personne ne pourra oublier. Car parmi ces hommes en uniforme, il y en a un. Un seul, qui était prêt à tout. Prêt à faire la guerre. Mais pas prêt à mourir. Sokotanga, 512 km au nord de Bangoré, aux portes des terres rebelles. Sous un soleil brûlant, les hommes du 5e régiment des parachutistes de Mbongue se rassemblent. Les ordres fusent. Les bottes claquent sur le sol rouge. Les véhicules militaires ronronnent dans un concert métallique. Rassemblement, à l'ombre du fromager. Ordonne un sergent. Le colonel Eyabana, un homme aux traits sévères et au regard froid, s'avance. À ses côtés, un capitaine que personne ne connaît vraiment. Un certain colonel Évidence Bassi. Son nom étrange fait sourire certains, mais personne n'ose commenter à voix haute. C'est lui qui dirigera cette mission. Messieurs, gronde Évidence Bassi d'une voix grave, notre mission est simple. Traquer les infiltrés. Les rebelles passent la frontière chaque nuit. Nous allons les empêcher d'établir des bases sur notre territoire. L'opération est dangereuse. Ce ne sont pas des jeux. Soyez prêts. Demain matin, à l'aube, nous partons. Dans le campement, l'agitation retombe peu à peu. Certains nettoient leurs armes, d'autres écrivent à leurs proches. D'autres encore, plus nerveux, partagent un verre de vin de palme. C'est là, près du feu de camp, que 2 soldats discutent à voix basse. Le premier, Fedor Ankonibé, est jeune, vif, les yeux remplis d'une peur qu'il dissimule mal. Le second, Beno Sewa, plus âgé, le regarde avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Tu n'as pas remarqué, dit Fedor. Le nouveau colonel, personne ne le connaît. Et ce nom, Évidence Bassi. C'est bizarre, non? C'est un supérieur, répond Beno en haussant les épaules. On est là pour obéir, pas pour discuter de leur nom. Ouais, mais tu sais quoi? Demain, on va au feu. Des vrais rebelles. Des vraies balles. Moi, je veux pas mourir. Personne ne veut mourir, Fedor. C'est notre boulot, c'est tout. Mais Fedor baisse la voix. J'ai entendu parler d'un sorcier, dans un petit village à 3 kilomètres d'ici. Un certain Alum Massi. Il aurait le pouvoir de rendre quelqu'un invulnérable, ou immortel. T'es pas sérieux? J'ai une permission pour la nuit. Je vais le voir. Si tu veux y aller, vas-y. Mais moi, je reste ici. Ces trucs-là, ce n'est jamais gratuit. Et alors que la nuit enveloppe le camp de son manteau d'ombre, Fedor Ankonibé s'éclipse discrètement. Il ne prend pas la direction du village moderne de Sokotanga, là où les autres vont boire et rire. Non. Il s'enfonce dans la forêt, guidé par la rumeur d'un sorcier capable de le protéger de la mort. La forêt était dense, moite, bruissante de mille sons nocturnes. Fedor Ankonibé avançait d'un pas rapide, le cœur battant. En 15 minutes, il atteignit le petit village de Sokoatangan,
dissimulé dans les feuillages denses comme un secret ancien. À l'entrée du hameau, il interpella un villageois. « Et, toi ? Je cherche l'homme qu'on dit capable de rendre quelqu'un invulnérable, ou immortel. » Le vieil homme le scruta, méfiant. « Tu parles sûrement du sorcier Aloum Massi. Il vit là, dans cette case au toit de paille. Frappe, s'il est là, il te répondra. Mais attention, c'est un homme du seuil. Ce qu'il donne, il le reprend toujours. » Fédor s'approcha et frappa à la porte. « Sorcier ? Es-tu là ?» Une voix grave répondit depuis l'intérieur. « Entre, soldat. Je t'attendais. » La case était sombre, remplie de senteurs étranges, encens, racines, poussière et feuilles séchées. Aloum Massi était là, assis en tailleur, les yeux brillants comme deux charbons. « Tu viens pour ne pas mourir, n'est-ce pas ?» Fédor hocha la tête. « Oui, sorcier. Mon régiment part en guerre. J'ai peur. On dit que tu peux, protéger. » Aloum Massi sourit lentement. « Je peux te rendre fessé. Intouchable. Aucune arme ne te blessera. Tu traverseras les combats comme un esprit. Je suis prêt. Mais chaque chose a un prix, soldat. Pour devenir fessé, il faut boire la bouillie sacrée de Koukouni, mais ce n'est pas tout. » Fédor fronça les sourcils. « Que faut-il faire d'autre ? Il faut que la mort soit payée. Tu boiras la bouillie, puis tu prononceras le nom d'un autre soldat. Un camarade. Je te donnerai un coq noir. Tu le sacrifieras avec ce couteau, en prononçant ce nom. Ainsi, la mort s'en prendra à lui, pas à toi. » Fédor blêmit. « Tu me demandes de faire mourir un camarade à ma place ? Ce n'est pas moi, soldat. C'est le prix de l'invulnérabilité. Sans cela, la magie ne fonctionne pas. Tu veux vivre ? Il faut choisir. » Fédor baissa les yeux. « Il y a un caporal dans mon unité. Rachoa, Lucien Rachoa. Il me traite comme un moins que rien. Je donnerai son nom. » Le sorcier acquiesça. « Soit. Je vais préparer la bouillie, le coq et le couteau. » Peu après, il revint avec les éléments du rituel. La bouillie chaude fumait dans une calebasse. Le coq noir battait faiblement des ailes. Le couteau brillait d'un éclat sinistre. « Bois maintenant. » Fédor but. Elle était amère, lourde, étrange. Maintenant, sacrifie le coq, et dis son nom. Fédor saisit le couteau, prononça d'une voix rauque. Lucien Rachoa. Il abattit la lame. Le coq s'effondra dans un cri étouffé. Et dehors, quelque part dans la nuit, le rire des esprits résonna doucement. C'est fait, dit Aloum Massi. Tu ne mourras pas. Pas cette fois. Dans la base militaire de Sokotanga, la nuit s'étire lentement. Certains soldats dorment, d'autres parlent à voix basse sous les étoiles. Dans un coin du dortoir, le caporal Lucien Rachoa se tient seul. Son regard semble ailleurs. Il range et dérange, nettoie encore une fois son arme, parle dans le vide. « J'ai envie de mourir, » murmure-t-il soudain, d'un ton étrange. « Oui, je veux mourir. » « Arrête tes bêtises, Lucien, » rigole un soldat à côté. « Non. Je suis sérieux. Demain, on part en mission. Et moi, je sens que c'est mon heure. Je veux tomber en combattant. T'as trop bu, c'est tout. Mais quelque chose cloche. » Les soldats l'observent. Lucien sourit de manière étrange, un sourire vide. Il se lève, marche jusqu'à la table, saisit son revolver. D'un geste lent, presque solennel, il le pose contre sa tempe. « Je vous l'avais dit. » Un claquement sec. Le corps de Lucien Rachoa s'effondre au sol. Silence dans le dortoir. Les visages se figent. « Capitaine !
Capitaine! Hurle un soldat. Le caporal Rachoa s'est suicidé. Le capitaine Gaillet accourt, suivi de plusieurs hommes. On tente de comprendre, on s'agite, on alerte le colonel. Mais c'est trop tard. Lucien Rachoa est mort. Et personne ne comprend pourquoi. Au même moment, Fédor Ankonibé franchit la porte du camp, revenant de sa visite nocturne. Son visage est serein. Il sent en lui une force étrange, une légèreté nouvelle. Un camarade l'interpelle. « Et, Fédor, t'étais où? T'as raté un sacré truc. » « Quoi? » Rachoa, le caporal, il s'est suicidé. Il a pété un plomb, il disait qu'il voulait mourir, puis paf, il a tiré. Fédor reste figé. Il est mort? Oui. C'était bizarre. Comme si quelque chose l'avait happé. Fédor détourne les yeux. Il ne dit rien. Au fond de lui, il le sait. Ce n'était pas un hasard. C'est son nom qu'il a offert au sorcier. C'est à lui que la mort est allée. Il n'éprouve ni joie, ni peine. Juste une conviction glaciale. Il ne mourra pas. L'aube naît sur la savane rouge de Sokotanga, et déjà, les camions militaires grondent. Les soldats du 5e régiment de Mbongue se préparent à l'assaut. Les visages sont fermés, les regards tendus. 3 compagnies sont en route. La compagnie bleue, celle de Fédor Ankonibé, se dirige vers le kilomètre 12, là où les rebelles ont été signalés durant la nuit. On parle de mouvements suspects, de groupes armés embusqués dans la jungle. Les camions avancent lentement. Le capitaine Gaillet surveille l'horizon. « Attention, dit-il. Quelque chose cloche là-bas. » Et soudain, le silence est rompu. Symbole de collision, un tir de mortier explose non loin du premier camion. En embuscade. Hurle un sergent. Les soldats sautent des camions, se mettent à couvert. Les balles sifflent. La compagnie bleue est prise pour cible par des rebelles bien positionnés sur la crête. Les ordres fusent. Le capitaine désigne un petit groupe pour les prendre à revers. Toi, 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 et toi, Ankonibé. Par la jungle. On les contourne. À vos ordres? Fédor, sûr de lui, sourit presque. Aujourd'hui, rien ne peut m'arriver, murmure-t-il. Son camarade Simon Wally, qui rampe à côté de lui, le regarde avec étonnement. Tu rigoles? Les balles sifflent partout et toi tu fais le brave? Je t'assure, Simon. Rien ne me touchera. J'ai reçu une bénédiction. Arrête tes histoires. C'est la guerre ici, pas un conte de griot. Mais Fédor se lève presque sans prudence. Tire. Encore un. Puis 2. Les balles fusent, mais aucune ne le touche. Simon en reste bouche bée. C'est pas possible. Ils tirent mal ou quoi? Non. Ils ne peuvent pas me toucher. Fédor avance encore, sûr de son sort. Il se croit intouchable. Mais dans la jungle, la guerre a plus d'un visage. Alors qu'il s'avance sur un petit sentier boisé, son pied s'enfonce dans un sol plus mou. Clic. Fédor. Stop. Hurle Simon. Trop tard. Symbole de collision, une explosion. Une lumière blanche. Un souffle sec. Fédor s'écroule, projeté en arrière. Il a sauté sur une mine. Crie un soldat. Le sol tremble. Du sang. Des cris. Des hurlements. Simon accourt. Infirmier. Infirmier. Par ici. Il est vivant, mais ses jambes. Fédor, étendu dans la poussière, respire. Les yeux ouverts. Il est encore conscient. Mais ses jambes ne sont plus là. Le sorcier, murmure-t-il,
dans un souffle à peine audible. Il m'avait dit, immortel. Oui. Immortel. Mais pas invulnérable. Une semaine s'est écoulée. Le soleil tape sur les murs blancs de l'hôpital militaire de Bangoré. Les bruits de bottes résonnent dans les couloirs comme des tambours lents et funèbres. Dans la chambre 28, Fedor Ankonibé est allongé. Ses jambes ont été amputées au-dessus des genoux. Le héros de guerre qu'il voulait devenir est désormais immobile, le regard figé sur le plafond. 2 soldats entrent timidement. Brito et Ipondo, ses anciens camarades. Ils apportent un panier de fruits. Fedor ? C'est nous. Il tourne lentement la tête. Son visage est pâle, épuisé. Je vous attendais, dit-il d'une voix faible. Vous venez voir ce qu'il reste de moi ? On est venu pour toi, pas pour ça, répond Brito. Ce qui t'est arrivé, ça aurait pu nous arriver à tous. Mais Fedor secoue la tête. Non, pas vous. Moi, j'avais fait un pacte. J'avais vu un sorcier. À Massi, à Sokoatangan. Un sorcier ? Il m'a donné une bouillie à boire. Il m'a dit que je deviendrais immortel si je sacrifiais un camarade. Et je l'ai fait. Un silence épais s'abat dans la pièce. C'était pour ne pas mourir, continue-t-il. J'ai donné le nom du caporal Rachoa. Et il est mort, quelques heures après. La magie a marché. Et pourtant tu es ici, Fedor, dit Ipondo doucement. Blessé. Amputé. Fedor baisse les yeux. Oui, le sorcier avait raison. Je ne suis pas mort. Mais il ne m'avait jamais dit que je serais invulnérable. Un médecin-colonel entre dans la chambre. Il faut que le soldat se repose. Il est encore sous choc. Vous pouvez repasser plus tard. Les 2 soldats sortent en silence. Dans la chambre, Fedor ferme les yeux. Son esprit dérive. Il pense au sorcier. Au coq noir. À Lucien Rachoa. À ce pacte. À ce prix. Il a payé la mort, pour qu'elle l'épargne. Et elle l'a épargné. Mais elle lui a tout pris d'autre. Le soir tombe sur l'hôpital militaire de Bangoré. Dans sa chambre, Fedor Ankonibé est seul. Seul avec sa douleur. Seul avec son pacte. Il a passé la journée à réfléchir. À tourner et retourner les mots du sorcier dans sa tête. Tu seras immortel, mais toute chose a son prix. Et quel prix ? Ses jambes. Son honneur. Sa conscience. Il a demandé à son ancien camarade Tripon de venir. Et dans un panier de fruits, il lui a demandé de cacher un revolver. L'arme du choix. L'arme de la faim. Tripon entre. Il ne parle pas. Il dépose le panier sur la table et s'éclipse. Fedor ouvre le tissu. Le métal froid du pistolet brille entre les oranges. Il le prend. Il le regarde longuement. Je suis peut-être immortel, murmure-t-il. Mais je refuse d'être un mort-vivant. Il ferme les yeux. Il pense à Lucien Rachoa. Il pense au coq noir. Il pense à sa propre peur. Et il comprend. Un coup sec. Une détonation. Les infirmiers accourent. Trop tard. Fedor Ankonibé, le soldat qui voulait défier la mort, s'est lui-même offert à elle. C'est ainsi que se termine l'histoire de celui qui voulut vivre à tout prix, quitte à trahir l'ordre naturel du monde. Le sorcier Massi l'avait prévenu. Rien ne se donne sans se prendre. Rien ne s'échange sans se payer. Fedor avait sacrifié un camarade pour obtenir l'immortalité. Mais il avait oublié que vivre éternellement sans pouvoir marcher, danser, ou rire, ce n'est pas vivre. Dans la grande sagesse de nos ancêtres, il est dit. Le vent ne porte pas le cri de l'homme qui vend son âme aux esprits. Mais la terre, elle, se souvient.
Et dans les nuits calmes, sous les grands fromagers, les anciens racontent encore l'histoire du soldat qui voulut devenir immortel. Et qui découvrit trop tard que la mort n'est pas toujours ce qu'on croit.